Donc, je m'appelle Salomé Arnaud et je suis étudiante en Master 2 PNPC. Donc, PNPC, c'est pour psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives. J'ai obtenu ma licence avec une moyenne de 16 sur 20. Alors, il faut que je nuance un peu ma réponse, c'est-à-dire que en fait, j'avais de très bonnes notes dans les matières en lien avec la neuropsychologie, justement. Donc, plus concrètement, j'avais entre 16 et 18 en psychologie cognitive, en statistique et en biologie, neurobiologie. J'avais aussi de très bons résultats en psychologie du développement parce que j'aimais bien ça. Par contre, voilà, j'étais beaucoup plus moyenne, par exemple en psychologie sociale. Donc, enfin, moyenne, tout est relatif. J'avais grosso modo entre 12 et 14 en psychologie sociale. Et à côté de ça, voilà, j'étais beaucoup plus médiocre en psychologie clinique. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai obtenu 6 sur 20 en psychologie clinique en licence 3. Alors, bon, selon moi, pour mieux appréhender le master de neuropsychologie, je vous conseille voilà, de choisir les yeux neuropsychologie et psychopathologie, développement conceptuel et raisonnement, développement et plasticité du système nerveux, psychophysiologie des émotions, élaboration d'expériences, technique d'observation, méthode des tests, entretien clinique, ou alors méthode et technique d'imagerie cérébrale. Moi, j'avais candidaté dans 6 masters de neuropsychologie. En fait, j'avais basé mon choix sur 2 critères. Premièrement, j'avais candidaté seulement dans des masters de neuropsychologie qui traitaient de la vie entière. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas si je voulais travailler chez l'adulte, chez la personne âgée ou chez l'enfant. Donc du coup, voilà, je m'étais concentrée que sur les masters qui traitaient la vie entière et pas ceux qui étaient spécialisés que chez l'enfant ou que chez la personne âgée, par exemple. Donc ça, c'était mon premier critère. Et deuxième critère, j'ai postulé seulement dans des universités qui étaient rattachées à un laboratoire de recherche qui travaillait sur le langage. Parce que même si j'avais encore une idée floue de mon projet de recherche, je savais que je voulais travailler sur le langage. Donc voilà, donc pour postuler au master, j'ai basé mon choix en fait sur ces 2 critères. Ma sélection s'est déroulée avec, avec beaucoup de stress. Beaucoup de stress, déjà durant la licence 3 parce que il y a la sélection au bout, donc c'est stressant. Et au-delà de ça, je trouvais que durant la licence 3, il y avait un esprit de compétition qui s'était installé entre les étudiants et j'étais pas du tout à l'aise avec ça me stressait vraiment. Voilà, donc à la fois durant la licence, c'était très stressant. Arrivé en mai, donc une fois que la fac était finie, c'est le moment où moi j'avais commencé à monter mes dossiers de candidature. Donc voilà, là encore c'est une période très stressante parce que c'est très long et parce qu'après après avoir candidaté, tu attends les réponses. Donc voilà, donc c'est stressant. Une fois que tu as les réponses, soit elles sont négatives, donc c'est stressant, soit elles sont positives et dans ce cas-là, tu dois aller à l'autre bout de la France pour passer un oral de sélection. Donc voilà, donc ça aussi, c'est pas le plus rassurant quoi. Donc voilà, et donc après tout ça, tu attends la réponse finale et là encore, c'est beaucoup de stress. Alors moi, dans mon CV, j'avais tout mis en avant, c'est-à-dire que bien sûr, j'avais mis en avant mon parcours universitaire et les stages que j'avais faits, mais j'avais mis aussi en avant mes jobs étudiants. Donc, alors que bon, j'étais caissière dans une supérette, donc ça n'a pas de rapport avec la psychologie. J'avais mis en rapport aussi mon bénévolat. Je suis bénévole moi dans une association de défense d'animaux, donc pareil, pas de rapport avec la psychologie, mais je l'avais quand même mis en avant. Et dernier truc, j'avais aussi parlé même de mes activités de loisirs, alors que bon, c'est de la course à pied, donc pareil, pas de rapport avec la psychologie. Mais j'avais quand même parlé donc à la fois de mes jobs étudiants, de mes activités de bénévole et de mes pratiques de loisirs, justement pour mettre en avant le fait que j'étais quelqu'un de travailleuse, de déterminée, d'acharnée. C'est comme ça que j'avais justifié. Donc ouais, j'avais vraiment tout mis en avant moi dans mon CV. Et dans ma lettre de motivation, en fait, j'avais fait grosso modo 4 parties. Première partie, donc j'avais détaillé mon parcours universitaire. Deuxième partie, j'avais détaillé les stages que j'avais faits. Troisième partie, j'avais détaillé mon projet professionnel et aussi le projet de recherche que je voulais faire durant le master. Et dernière partie, c'était une espèce de conclusion où j'expliquais du coup pourquoi je candidatais au master de Aix-en-Provence et pourquoi ce master était cohérent avec tout ce que j'avais raconté avant. Donc à la fois mon projet professionnel, mon projet de recherche, tout ce que j'avais fait, tout mon parcours universitaire, etc. Donc moi, l'entretien, donc à mon époque, donc il y a 2 ans, l'entretien il durait je pense que ça n'a pas changé, mais voilà, l'entretien dure environ entre 20 et 30 minutes.
Voilà, c'est 20 minutes. Dans ces 20 et 30 minutes, tu as 15 minutes de présentation. Donc moi, durant ces 15 minutes de présentation, j'avais repris la même trame que ma lettre de motivation. Donc je m'étais présentée, j'avais présenté mon parcours universitaire, les stages que j'avais faits, mon projet professionnel, mon projet de recherche. Et j'avais fini par dire pourquoi je candidatais dans le master et pourquoi il était cohérent avec tout mon parcours. Voilà, et donc après ces 15 minutes de présentation, tu as 5-10 minutes de questions. En fait, les questions qu'on te pose, ça a rapport avec ce que tu as dit à l'oral. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'avait pas posé de questions sur mon projet professionnel parce que je l'avais pas mal détaillé à l'oral. En revanche, on m'avait pas mal posé de questions sur mon projet de recherche parce qu'il était un peu plus vague. Donc, plus concrètement, on m'avait demandé si j'avais une idée de la chercheuse avec laquelle je voulais travailler, si j'avais une idée un peu du protocole, si je voulais faire une thèse. Voilà, on m'avait principalement posé des questions autour de mon projet de recherche. Voilà. Et dernière question aussi qu'on m'avait posée, mais c'est souvent le cas, on le pose souvent dans les entretiens de sélection, pas que à Aix, c'est si j'allais me candidater à d'autres masters. Dans ce cas-là, moi, je conseille tout simplement de dire la vérité et de justifier son choix. Moi, par exemple, j'avais expliqué que oui, j'avais candidaté dans 6 autres masters et je leur avais expliqué ce que j'ai expliqué déjà précédemment, c'est-à-dire que c'était tous des masters qui étaient sur la vie entière et que c'était que dans des universités qui étaient rattachées à des laboratoires de recherche qui travaillaient sur le langage. Alors moi, mon conseil principal que je donnerais pour la sélection, c'est d'essayer de donner une cohérence à votre parcours. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez essayer de justifier, en quoi votre parcours universitaire est cohérent avec le master que vous choisissez et essayer de justifier en quoi le master que vous choisissez est cohérent avec le projet professionnel que vous avez. Donc voilà, essayez de donner une cohérence avec tout, entre votre parcours professionnel, votre choix de master et votre projet professionnel. Donc voilà, ça ce serait mon conseil principal. D'autres conseils que je donnerais, ce serait d'avoir une idée, même plutôt vague, de votre projet de recherche et de l'encadrant, enfin du ou de la chercheuse qui pourrait vous encadrer pour ce projet de recherche. Donc aussi, c'est d'essayer d'avoir une idée déjà d'un endroit pour un stage, pour le master 1. Essayer voilà, d'avoir une idée à peu près. Et donc aussi, un autre conseil en lien avec les stages, c'est d'essayer de multiplier des expériences de stage durant la licence. Voilà, ce serait mes conseils pour la sélection. Donc moi, je fais partie du master PNPC. Donc PNPC, c'est pour psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives. Donc c'est un master mixte qui prépare à la fois à la pratique clinique et à la recherche. Donc c'est un master de l'université d'Aix-Marseille et il permet d'obtenir le titre de psychologue spécialisé en neuropsychologie. Alors pour détailler un peu plus le master 1, en fait les cours en master 1 restent encore très théoriques. Donc grosso modo c'est un peu le même principe qu'en licence, sauf que bien sûr les cours sont plus axés sur la neuropsychologie. Le M1 il demande pas mal de travail personnel parce qu'en fait il faut jongler entre les cours, le stage, on a aussi un mémoire de recherche à faire et une revue de la littérature. Donc voilà, ça demande pas mal de travail personnel, mais grosso modo c'est la même charge qu'en licence 3. Des petits conseils que je donnerais pour réussir son master 1, ce serait déjà de bien anticiper sa recherche de stage. Parce que oui, donc du coup, durant le master 1, on a un stage obligatoire de 120 heures à faire. Donc voilà, comme c'est assez compliqué de trouver une psychologue qui nous accepte en stage, je conseillerais voilà, de bien anticiper sa recherche de stage pour le master 1. Et deuxième conseil que je donnerais, ce serait de commencer son stage qu'au second semestre. Parce qu'en fait, le master est découpé en 2 semestres. Et le premier semestre est pas mal chargé au niveau des cours. Et le second semestre est beaucoup plus allégé au niveau des cours. Donc, voilà, moi, ce que je conseillerais, c'est que durant le premier semestre, se concentrer sur les cours et aussi en profiter pour pas mal avancer son mémoire de recherche. Et du coup, durant le second semestre où il y a moins de cours, finir son mémoire de recherche et commencer son stage à ce moment-là. Alors, ça va être bête à dire, mais le changement principal entre la licence et le master, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde dans la promo. Moi, donc, à mon époque, on était à plus de 500. Et moi, donc, du coup, là, dans ma promo de master, on est 17. Donc voilà, ça, c'est le plus grand changement. Et deuxième changement principal, c'est que du coup, les cours sont beaucoup plus spécialisés. Ils sont beaucoup plus axés sur une seule branche de la neuropsychologie. En fait, voilà, la licence, elle est générale et tu te spécialises en master.
Alors, ça va être un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, on n'a pas d'UE à proprement parler dans le Master 2. On a pas mal en fait d'intervenants extérieurs, donc de psychologues qui travaillent dans des hôpitaux, dans des cabinets libéraux, qui viennent nous donner cours. C'est pas mal ça. Donc du coup, les cours sont moins théoriques, un peu plus axés sur la pratique. Et c'est pas, c'est aussi, ils sont beaucoup plus sous forme d'échanges entre la psychologue et les élèves. C'est beaucoup plus des échanges. Voilà. Je l'envisage avec beaucoup de stress, comme la sélection à l'époque. Non, bah oui, c'est bien sûr stressant de se dire voilà qu'on est diplômé dans moins d'un an. Mais à côté de ça, le master quand même prépare bien. Donc comme je l'ai dit, voilà, notamment les cours de master 2 sont beaucoup plus axés sur la pratique, donc ils préparent bien. Et au-delà de ça, on a 500 heures de stage obligatoires à faire durant le master, 500 heures minimum. Et les stages aussi préparent pas mal à la pratique future. Voilà.